Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou faux. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur les avions. Voici vos commentaires. Le mot avion signifie appareil volant imitant oiseau naturel. Avion égale A-V-I-O-N, appareil volant imitant un oiseau naturel. Il me semble que avion est une abréviation de appareil volant imitant un oiseau naturel. Le mot avion veut dire naturel, le mot naturel. Du calme. Il y en avait encore plein comme ça en plus. C'est fou quand même. C'est l'un des commentaires que j'ai le plus retrouvé et pourtant, mais c'est vraiment en fait totalement faux. C'est faux. Hein, tu prends ce commentaire, regarde. Imagine que ça, ce soit ton commentaire, tu le prends. Ça dégage. Cet acronyme n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit en fait d'un rétro-acronyme. Le mot avion est véritablement dérivé du mot aviation, employé pour la première fois par l'un des pionniers de l'aéronautique, Guillaume Joseph Gabriel de la Landelle, dans son livre Aviation ou navigation aérienne sans ballon en 1863. Le mot aviation est lui-même basé sur le mot latin avis, signifiant tout simplement oiseau. C'est Clément Ader, l'un des tout premiers hommes à avoir réussi à faire voler un prototype d'avion en 1890, qui nomma son invention avion tout simplement à partir du mot inventé par de la Landelle. Mais à ce moment-là, on parlait encore beaucoup d'aéroplane en fait. Le mot avion n'est devenu commun qu'à la suite de la Première Guerre mondiale. Quant à l'acronyme appareil volant imitant l'oiseau naturel, il est sûrement arrivé plus tard mais n'a rien à voir avec le sens premier du mot en fait. Un peu comme les vannes qu'on fait quand on négocie là, tu sais. RATP, rentre avec tes pieds. Non, vous dites pas ça? C'est pas grave, hein. Un aviateur qui oubliait tout, on peut dire qu'il plane. Ok. Wow. Ça vole pas haut comme humour. Un avion solaire a déjà fait le tour du monde. Vrai, il s'agit du projet Solar Impulse. Bon, le tour du monde a été fait en plusieurs étapes, hein, quand même, faut pas déconner. Mais c'est quand même vraiment une sacrée prouesse. Même si le Solar Impulse n'est pas le premier avion solaire, en fait, c'est le premier à avoir réussi à voler de nuit malgré l'absence de soleil en fait. Cet avion monoplace est un petit bijou de technologie. Une structure en fibre de carbone pour être le plus léger possible, des ailes recouvertes de 17 000 cellules photovoltaïques sur toute la partie supérieure qui vont ensuite convertir les photons en électricité stockée dans 4 batteries au lithium différentes. Pour pouvoir voler en continu jour et nuit, l'avion profite en fait de la journée pour pouvoir atteindre son altitude la plus élevée, à savoir en fait 8500 mètres, où il va pouvoir en fait charger ses batteries tout en utilisant l'énergie solaire pour alimenter son ascension. Après 18 heures, quand la nuit commence à tomber, les moteurs sont éteints, l'avion va alors planer pendant 4 heures jusqu'à descendre à une altitude de 1500 mètres. Après 22 heures, les moteurs sont rallumés, mais fonctionnent en fait uniquement sur l'énergie stockée dans les batteries. Et à l'aube, en fait, ça recommence. Le Solar Impulse 2, qui est le modèle en fait ayant réalisé le tour du monde, peut atteindre une vitesse de croisière de 90 km/h en journée et 60 km/h la nuit afin de pouvoir économiser ses batteries pendant ces heures d'obscurité. Bon, on est sur un avion ne pouvant transporter qu'une seule personne à la fois pour l'instant, hein, mais les avancées dans le domaine sont quand même vraiment très impressionnantes. Vrai ou faux, le contenu des toilettes d'un avion de ligne est largué en plein vol? Alors non, c'est faux. Je sais pas si t'as déjà pris un avion de ligne, mais les toilettes sont vraiment assez particulières en fait. C'est vrai qu'en tirant la chasse, vu le bordel que ça fait, d'ailleurs moi ça m'effraie. Hein. Je suis vraiment pas bien. Quand je tire la chasse, je suis en panique totale. On pourrait penser en fait qu'une espèce de trappe s'ouvre sous l'avion et que nos déjections en fait se font aspirer hors de l'appareil. Mais non en fait, pas du tout. La matière est en fait aspirée à 350 km/h par un système pressurisé tel un super caca ultra rapide, avant de tomber en fait dans une cuve qui ne sera vidée qu'à l'atterrissage. Et l'ouverture de cette cuve ne peut se faire qu'à partir de l'extérieur de l'appareil via une vanne dédiée. Alors à moins qu'un membre de l'équipage ne soit assez chaud pour sortir de l'avion en plein vol afin d'aller ouvrir cette vanne en étant agrippé à la carlingue, ça risque pas d'arriver en fait. Ou si le système subit une avarie en plein air sinon. C'est un petit peu moins strict pour les bateaux de croisière par contre, qui peuvent déverser en fait leurs eaux usées en pleine mer, tranquille, à condition en fait qu'ils soient à plus de 5 km des côtes. Parce que personne n'a envie de nager à côté de trucs qui flottent comme ça, c'est dégueulasse. Vous penserez à moi quand vous boirez la tasse dans l'eau la prochaine fois. Il est possible de survivre à un crash d'avion sous certaines conditions. Positionnement. Bon, là je t'avoue que c'est vraiment pas évident comme fact. Mets-toi en condition aussi. Quand t'es dans une immense boîte en acier qui vole à une vitesse d'environ 1000 km/h, à une altitude d'une dizaine de kilomètres, c'est méga haut, hein, et que l'ensemble se met à foncer vers le sol à fond, tu comprends bien que c'est pas parce que tu te mets en PLS que ça va te sauver quoi. Mais c'est loin d'être impossible et tu vas comprendre pourquoi. Donc en fait, je vais te répondre vrai. Si les accidents d'avion font tellement flipper, c'est parce qu'on a l'impression qu'il s'agit toujours d'un crash en plein vol. Mais si on prend en compte le fait que 3,3 milliards de voyageurs prennent l'avion chaque année, ça reste l'un des moyens de transport le plus sûr. Chaque année par exemple, la voiture tue plusieurs milliers de personnes
en France, tandis que l'avion en tue 600 dans le monde, soit en fait 3 par pays environ. On compte un crash tous les 1,52 millions de vols. Et parmi ces crashs, la majorité ont en fait lieu au décollage ou à l'atterrissage. Il est donc tout à fait possible de s'en tirer. Entre 1971 et 2006, le taux de survie des passagers était de 60%. Les avions restent quand même des engins solides et ils n'explosent pas systématiquement en cas de choc. Non, tant que les pilotes réussissent à réduire un maximum sa vitesse avant l'impact. La meilleure posture à adopter pour résister au choc consiste à mettre tes pieds bien à plat au sol et à mettre ta tête sur tes genoux, les mains posées derrière le crâne. Le plus important est aussi d'écouter les consignes. En gros, si tu survis au crash, perds pas de temps à vouloir récupérer tes affaires ou à prendre des selfies et pense surtout en fait à évacuer l'appareil avec le personnel de bord. À un moment, faut vraiment avoir le sens des priorités. On n'est pas tous aussi résistants que Vesna Vulovic. Et là, tu te demandes qui c'est. Et je vais te le dire. L'hôtesse de l'air serbe qui a survécu à une chute de 10 km après que l'avion dans lequel elle se trouvait ait explosé en plein vol en 1972. Pas mal badass cette Vesna quand même, hein. Ouais, la suite. Le premier avion a été créé à base de bois et de vieux draps. Peux-tu faire une entracte? Il faut que j'aille aux toilettes. Faut vraiment croire que l'entracte devient une tradition, hein. C'est bizarre. Vas-y. Petit Ben. Va pisser. Dépêche-toi hein, quand même. Faut qu'on avance. Allez, on reprend, hein. C'est pas évident de définir ce qui a été le premier avion véritablement. Pas mal de machines différentes ont vu le jour avant qu'on en arrive à l'avion. Et le fait de voler a toujours fasciné l'être humain. Léonard de Vinci fut d'ailleurs un pionnier dans le domaine, mais on reviendra plus en détail sur lui tout à l'heure. Il mérite bien son propre commentaire, hein. L'inventeur berbère Abbas ibn Firnas aurait ainsi été l'un des premiers à tenter de voler au 9e siècle via une aile volante créée à partir de l'observation des oiseaux et qu'il recouvrit de plumes. N'ayant pas prévu de queue à son engin, en fait il se blessa grièvement le dos à l'atterrissage après avoir plané pendant un petit moment. Il reste un scientifique assez reconnu. Un cratère de la Lune porte même son nom. Même si l'invention de Clément Ader dont je parlais tout à l'heure lui permit de voler sur une cinquantaine de mètres et à quelques dizaines de centimètres du sol, on considère en général que le premier véritable avion ayant volé pour de vrai, fut celui des frères Wright. Le Wright Flyer. Le Flyer a volé avec l'un des frères à son bord le 17 décembre 1903, atteignant 284 mètres de distance en 59 secondes avant de se poser. Il s'agissait d'un biplan, c'est-à-dire un avion pourvu de 2 ailes portantes superposées, où le pilote était allongé sur le ventre au niveau de l'aile inférieure et pourvu d'un moteur 4 cylindres utilisant comme transmission une chaîne un peu comme un vélo quoi, afin d'entraîner 2 hélices bipales situées à l'avant de l'engin. Comme il était majoritairement constitué de bois et de tissu, on peut dire que ton commentaire est vrai. Bon, c'était pas forcément juste des vieux draps, hein, mais t'étais pas loin, c'est bien. Beaucoup de personnes disent que la nourriture dans les avions est pas bonne et manque de goût. Ce manque de goût peut s'expliquer en fait par le fait qu'à haute altitude, les capteurs sensoriels de la langue sont moins efficaces, hein. Ah oui, il en a marre, hein. Et bah c'est vrai en plus. C'est fou quand même. C'est assez surprenant, mais si les repas en avion ont souvent de mauvaise réputation, c'est pas en fait forcément lié à leur préparation, mais à l'altitude à laquelle ils sont mangés. Enfin, c'est un peu plus technique que ça, hein, tu t'en doutes bien. C'est pas vraiment l'altitude qui fait ça, mais plutôt la pressurisation de la cabine. Celle-ci fait gonfler nos muqueuses et bloque le passage de l'odeur à nos narines. Et qui dit perte d'odorat, dit aussi perte de goût, à hauteur de 33% même en avion. Un peu comme quand t'es enrhumé là, avec ton nez il est tout bouché, dégueulasse, bah les aliments en fait perdent beaucoup de leur goût et de leur saveur. Mais au fait du coup, pourquoi pressurise-t-on les cabines des avions ? Non c'est vrai, c'est bizarre ça. Bah déjà parce qu'à 10 km d'altitude, ça devient bien chaud de respirer. Plus on est haut, plus la densité de l'air diminue. Moins d'air égale moins d'oxygène. Donc moins d'oxygène, bah tu meurs, hein. Plutôt que de munir chaque passager d'un masque à oxygène perso, on a donc décidé de pressuriser l'avion entier. L'air est compressé à l'intérieur de l'avion jusqu'à atteindre une densité proche de celle au sol, permettant de respirer. Enfin, quand je dis au sol, c'est pas la densité de n'importe où non plus. Pendant la phase de croisière, la densité est proche de celle qui règne à 2000 mètres d'altitude, soit l'altitude d'une station de ski dans les Alpes environ. Et ça, c'est suffisant pour nous. Et puis, surtout, si l'on appliquait la pression présente au niveau de la mer, par exemple, la différence de pression serait bien trop forte entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion, et ça risquerait en fait de compromettre la structure de l'appareil. Donc au final, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la plupart des compagnies aériennes font en fait le maximum pour que leur plat ait le minimum de goût, quitte à redoubler d'imagination sur l'assaisonnement. Est-ce qu'un oiseau peut faire cracher un avion? Intéressant ça, tiens. Il peut pas le faire cracher directement, ça a pas de salive non plus, génial. Bref, on appelle ça en fait le risque aviaire. Ça existe, hein. C'est une vraie question et un vrai problème. Mais pour les petits avions en général, à moins de vraiment pas avoir de chance. Vous vous souvenez peut-être d'un truc assez dingue qui s'est passé en 2009? À l'époque, le pilote d'un Airbus A320 avait réussi à poser miraculeusement l'avion dans le fleuve Hudson à New York. Clint Eastwood en a même fait un film depuis, Sully, du nom du pilote. Cet amérissage d'urgence fut causé par la coupure des 2 réacteurs à la suite de la collision entre l'avion et un groupe d'oies sauvages. 2 oies se sont alors prises dans les réacteurs et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de poser l'avion dans le fleuve en urgence.
tous les passagers en sont sortis vivants. C'est assez fou quand même comme histoire. Ce type de collision arrive quand même environ 500 fois par an en France. Mais de très rares cas sont allés jusqu'à un crash d'avion comme l'A320. Les parties les plus vulnérables sont en fait le pare-brise et les moteurs. Il faut savoir que la plupart des oiseaux volent près du sol, à moins de 1000 mètres d'altitude. Les risques de collision se trouvent donc au moment du décollage et de l'atterrissage. Et pour prévenir ces risques, les moteurs d'avion sont testés via un canon à poulet qui projette des carcasses à 700 km/h sur les moteurs pour vérifier leur résistance. Ils utilisent aussi souvent des blocs de gélatine de masse équivalente. Mais bon, une oie, c'est quand même le plus gros truc qu'ils pouvaient se manger en fait. On croise rarement des groupes d'autruches ou de pingouins dans les airs, finalement, donc ça va. Pas mal de moyens sont mis en place pour également éloigner les volatiles des aéroports, comme des alarmes sonores ou des fusées crépitantes. Certains utilisent même carrément des services de fauconniers, accompagnés bien évidemment de faucons, pour éloigner les oiseaux un petit peu trop curieux. Quand on prend l'avion, c'est important de justement mettre son téléphone en mode avion. Vrai, ton smartphone ne risque pas forcément de provoquer un crash, mais il va créer des interférences qui peuvent sérieusement perturber les moyens de communication de l'avion. En gros, le pilote peut entendre des bruits dans son casque, et ça peut même aller jusqu'à rompre la communication entre l'avion et le contrôleur aérien. Donc on fait comme au cinéma et on passe son portable en mode avion. Allez, hein. Comment ça, tu coupes jamais ton téléphone au cinéma? Ok, putain, faut que je passe au commentaire suivant parce que sinon je vais m'énerver. Un avion vole grâce à l'effet Coanda et la troisième loi de Newton. Non, en fait, un avion vole grâce à ses ailes. Hein. Allez hop, commentaire suivant. L'hélicoptère a été créé, pensez et schématisé. Je vous ai bien eu, hein. T'as cru que j'allais pas expliquer comment vole un avion? Eh bien, tout d'abord, il faut connaître les différentes forces qui viennent s'exercer sur celui-ci. Il y en a 4. Numéro 1, la traction, pas l'attraction, non, la traction, qui est le mouvement de l'avion vers l'avant provoqué par les moteurs. En opposition à cette force, on trouve la force numéro 2, la traînée, qui est due à la pression de l'air sur l'appareil qui se trouve alors freiné. Et en numéro 3, on a le poids, qui attire l'avion vers le sol et qui est lié à sa masse et à la gravité. Et enfin, en numéro 4, on retrouve la portance. C'est cette fameuse portance qui permet de faire décoller un avion. Dans ton commentaire, Dylan, tu parles de la troisième loi de Newton. Et t'as bien raison, cette troisième loi, c'est le principe d'action-réaction. Les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de force contraire. Bon, accrochez-vous, hein, on va faire un petit peu de dynamique des fluides. Ce qui permet de faire décoller l'avion, ce n'est pas simplement ces moteurs qui vont appliquer une poussée vers l'avant, mais c'est la forme particulière de ses ailes. Voilà un schéma pour bien comprendre. En avançant, l'avion va créer un vent allant dans la direction opposée. Principe d'action-réaction, t'as compris. C'est la réaction du vent sur l'aile qui va permettre le vol. Et ça via deux phénomènes. Premièrement, en passant sous l'aile, l'espace se rétrécit et la pression de l'air augmente, poussant alors l'aile vers le haut via un phénomène de surpression. Deuxièmement, l'air passant au-dessus de l'aile est quant à lui tout d'abord comprimé. Puis il va se produire une diminution de la pression alors que l'air dispose à nouveau de plus d'espace, ce qui crée une dépression. Cette dépression va alors avoir tendance à tirer l'aile vers le haut afin de combler ce vide. La dépression créée est notamment liée à ce qu'on appelle en mécanique des fluides un effet Venturi, qui décrit la formation d'une dépression dans une zone où les particules de fluide sont accélérées. Je vous avais prévenu, faut s'accrocher. Hein. On peut ensuite augmenter la portance en augmentant l'angle que fait l'aile par rapport au vent. On appelle cet angle d'attaque. Plus on l'augmente, plus la portance augmente. Mais attention, si on l'augmente trop, ça devient le bordel. Car le flux d'air sur le dos de l'aile n'est alors plus régulier. L'avion perd de sa portance, c'est ce qu'on appelle un décrochage. Bon, tout ça c'est pour la base, hein. Les ailes d'un avion sont équipées de tout un tas d'ailerons et d'autres volets afin de mieux contrôler tout ça. Ah, et l'effet Coanda, que tu mentionnes aussi, hein, j'ai pas oublié, est un autre effet plutôt sympa de la mécanique des fluides, qui fait qu'un fluide aura tendance à être attiré par une surface convexe sur laquelle il s'écoule. D'où le fait que l'aile d'un avion soit bombée. Troisième loi de Newton, effet Venturi et Coanda, c'était technique tout ça. Allez, hein, petit dernier commentaire et on termine. L'hélicoptère a été créé, pensé et schématisé avant les avions. C'est vrai ça. Beaucoup pensent que l'on doit l'ancêtre de l'hélicoptère à Léonard de Vinci en personne. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Ce génie mort il y a très exactement 500 ans cette année avait pensé et dessiné les plans d'une machine en s'inspirant d'une autre invention, la vis d'Archimède. Cette dernière, mise au point par Archimède en personne, permit aux habitants du bord du Nil de pomper l'eau pour arroser leur terrain en fait. De Vinci se dit alors qu'en utilisant le même système à la verticale, il serait possible de déplacer non pas de l'eau, mais de l'air, et de décoller de cette manière. Ainsi naquit la vis aérienne de Vinci. Malheureusement, bien que visionnaire, il était sans doute un petit peu trop en avance sur son temps. L'énergie requise pour provoquer une rotation suffisamment rapide de la vis, pour la faire décoller en fait, eh bien elle était bien trop importante pour l'époque. Il ne lui manquait qu'une seule chose en fait, mais découvert bien plus tard, un moteur. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, merci pour vos retours, vos commentaires, vos likes et tout, vous déchirez. N'oubliez pas de balancer un max de facts vrai ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, la collapsologie. Ça va être sympa ça. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Merci à tous et à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!